Bienvenue sur Loire FM 100.9, Loire FM avec Gilles Charles et rendez-vous avec en plein dans la campagne des élections législatives. Premier tour dimanche 11 juin, deuxième tour dimanche 18 juin. Et on parle de la 4e, je crois, circonscription. À nouveau, Gilles, aujourd'hui. Bonjour Philippe, bienvenue sur Loire FM 100.9, bienvenue dans Rendez-vous avec. Cette semaine, une nouvelle fois, c'est un rendez-vous avec la politique, puisque vous l'avez dit, c'est la période des législatives. Nous avons rendez-vous le 11 pour le premier tour et le 18 pour le second tour. Et cette semaine, nous avons la joie, l'honneur de recevoir deux hautes personnalités stéphanoises et de la région de Saint-Just-Saint-Rambert. Nous avons le maire actuel qui est candidat pour la députation, il s'agit de Olivier Joly, bonjour. Bonjour. Et nous avons également la surprise et la chance d'avoir l'ancien député, l'ancien maire, Jean-François Chaussy. Bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue donc sur Loire FM dans le rendez-vous avec. J'avais déjà, avant de commencer, envie de vous dire merci déjà, Olivier Joly, parce que vous êtes un des premiers à m'avoir dit oui au début de cette émission il y a 2 ans. Vous aviez été déjà l'invité en novembre 2015. C'est donc votre deuxième passage. Donc je ne vous demande pas si votre biographie a changé. Non, mais moi, c'est moi qui vous remercie, parce que quand on nous donne l'occasion de pouvoir s'exprimer à la radio, il faut la saisir et il faut aller au devant des habitants, savoir répondre à leurs questions légitimes, les questions légitimes qu'ils se posent. Et effectivement, j'avais déjà répondu favorablement à votre invitation et je suis très heureux d'y répondre une nouvelle fois. Alors pour être totalement transparent, on avait organisé un petit débat avec une dame qui devait être votre adversaire en quelque sorte, et puis finalement elle s'est désistée. Donc on est totalement transparent, il n'y a pas de débat, donc on vous accueille pour cette émission. On va parler bien entendu de Saint-Just-Saint-Rambert, de toute la 4e circonscription. Évidemment, qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans cette nouvelle campagne ? Alors ce qui m'a conduit à cette candidature, c'est simplement la rencontre avec les habitants. Il n'y a pas un marché, il n'y a pas une rencontre où les gens n'expriment pas aujourd'hui leur ras-le-bol de la chose publique. Elle s'est exprimée récemment d'ailleurs lors des élections présidentielles par une forme de radicalisation des votes de nos concitoyens. Parce qu'ils ne croient plus forcément dans l'avenir qu'on leur propose. Comment faire croire à des gens qu'on leur fasse des promesses pour les 5 ans qui viennent, quand les personnes qui les tiennent ont les clés du pouvoir depuis 5, 10 ou 15 ans. Il faut effectivement à un moment donné qu'on arrête de prendre les gens pour des imbéciles. Non. Quand on est élu, qu'on représente les habitants de sa circonscription et qu'on est à l'Assemblée nationale, on est là pour faire avancer des lois, pour en proposer des nouvelles si ça va pas, pour changer celles qui sont mauvaises, proposer des amendements, voter un budget. Enfin, c'est des choses qui sont importantes. En fait, moi, je suis candidat aujourd'hui pour agir. Justement, moi, j'ai envie de savoir, avec peut-être un futur député, un ancien député, est-ce que finalement, aujourd'hui, en 2017, les politiques, ils ont vraiment ces fameuses clés ? Est-ce que c'est eux qui décident ou c'est alors un pouvoir un peu qu'on ne voit pas, qui c'est des grands lobbying, c'est eux qui décident pour nous ? Alors, je vais tenter de répondre à cette question, Jean-François Chaussy. Il faut que les politiques reprennent le pouvoir qu'ils ont laissé à des technocrates, qu'ils ont laissé à des partis politiques, qu'ils ont laissé à d'autres. Il faut que l'homme qui s'engage, et c'est le cas d'Olivier Joly, puisse reprendre le pouvoir sur la technostructure. Ça serait un peu le lien entre les citoyens et puis le concret. Oui, la définition du député pour moi, c'est pas un distributeur automatique de subventions avec l'argent public, c'est pas non plus un spécialiste de la bise aux mamies, c'est pas un spécialiste de la soupe aux choux, c'est quelqu'un qui s'intéresse aux autres dans leurs difficultés, qui fait ce qu'il faut pour essayer d'apporter des réponses aux problèmes rencontrés par les populations. Et ce qui me plaît beaucoup dans la démarche d'Olivier Joly, c'est qu'il s'inspire de la vérité des autres. Il va à la recherche de la vérité des autres. Il rencontre à longueur de journée les habitants de cette circonscription, qui est difficile, c'est Londaine, le Pilat, le Forêt. Et à chaque fois, il s'imprègne de la vérité de ces personnes-là pour essayer de trouver avec eux, pour eux, des solutions. C'est un militant actif et efficace de la solidarité. C'est pas rien. Un relais ? Olivier Joly, c'est un relais. C'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense,
qui fait ce qu'il dit aussi. C'est pas une formule, hein, c'est un état d'esprit chez lui, c'est une façon d'être. Et quand il fait ça, il le fait justement pour essayer d'apporter des réponses meilleures au quotidien des uns et des autres. J'ai lu dans votre programme, Olivier Joly, une nouvelle génération pour un nouveau souffle. Quel est encore une fois en 2017, le nouveau souffle qu'on peut apporter, puisqu'on parle beaucoup en ce moment, c'est avec un peu de l'humour, mais on est tous en marche. Alors ce nouveau souffle, il souffle justement depuis aussi les municipales sur beaucoup des communes de la Loire. Quand vous regardez l'âge du maire de Saint-Étienne, de Saint-Chamond, de Montbrison, et j'en passe et des meilleurs, nous sommes tous des quadras. Et quand on a une quarantaine d'années, aujourd'hui, on ne voit pas le monde de la même façon que quand on en a 20 ou 30 de plus. Je pense que il faut aussi qu'on finisse par retrouver une Assemblée nationale qui représente la population, la représenter dans sa diversité. Il y en a marre, quand on ouvre la télé, de voir les mardis et les mercredis, toujours les mêmes personnes avec le même âge, qui ont fait souvent les mêmes études, accaparer en fait le débat public. L'entre-soi, ça doit être fini. C'est des castes ? J'appelle pas ça forcément une caste, mais à un moment donné, je pense que il faut un peu secouer le cocotier pour arriver à remettre du bon sens dans la politique. Et ça, c'est ma décision. Quand j'ai décidé depuis février de me lancer dans cette campagne des élections législatives, j'ai décidé de le faire sans étiquette, en candidat libre, garder cette liberté de pouvoir dire oui quand je pense oui et non quand je pense non. La liberté, c'est ce qu'il y a de plus beau aujourd'hui. À un moment donné, si M. Macron et son équipe proposent des bonnes mesures, bien sûr qu'il faut les voter si elles vont dans le bon sens. Et on ne doit pas se poser la question de savoir si c'est une mesure de droite ou de gauche. Par contre, si c'est une mesure qui ne va pas dans le bon sens, il faut aussi avoir cette liberté de dire que, eh bien non, on n'est pas d'accord avec ça. Et forcément, ce nouveau souffle, pour moi, c'est un souffle de liberté pour pouvoir, encore une fois, remettre du bon sens dans nos décisions. On a besoin aujourd'hui d'être sans étiquette pour être libre ? J'ai longuement, la dernière fois qu'on s'était rencontrés, d'ailleurs, j'étais encore encarté dans un parti. Si j'en suis sorti, c'est que j'ai compris qu'on ne pouvait pas faire bouger les choses de l'intérieur, que les choses étaient sclérosées par quelques personnes qui souvent détiennent le pouvoir, les clés. Et voilà, encore une fois, quand je gère, moi, ma commune de Saint-Just-Saint-Rambert et que je prends une décision, je me dis pas c'est une décision de gauche ou une décision de droite quand je parle des écoles. Je pense aux enfants des écoles. L'intérêt général ? L'intérêt général. Et autour de moi, dans ma propre équipe municipale, j'ai des personnes qui ont des sensibilités différentes. Eh bien, on agit dans le même sens, tout simplement parce qu'on agit pour l'ensemble de la population. Pourquoi des mêmes personnes qui se retrouvent à un moment donné autour d'une table sur une gestion municipale peuvent avoir cette action collective et arriver à l'Assemblée nationale, forcément dire toi, c'est toi qui as proposé cette solution, qui a fait cette proposition, elle est forcément nulle. Non, je suis pas d'accord avec cette situation-là. Il faut aujourd'hui qu'on avance, sinon notre pays va droit dans le mur. Pour en revenir à l'étiquette, on n'a pas bien compris finalement, parce que vous étiez candidat à la présidence d'un parti, et puis maintenant vous êtes contre, je ne sais pas si on peut dire le mot contre, mais contre quelqu'un de votre parti finalement, qui est déjà le député sortant. Si j'ai repris cette liberté, c'est justement pour pouvoir dire réellement ce que je pense. Mon programme, qui a été distribué sur l'ensemble de la circonscription, il a été écrit avec ma suppléante. Il a été écrit avec les gens qui m'entourent. J'ai pas attendu qu'on m'envoie de Paris un tract tout préétabli, préécrit, par justement des personnes bien pensantes parisiennes pour dire voilà, tu es candidat, tu as telle étiquette, voilà ton programme, c'est ça que tu vas défendre. Non, c'est pas ce que j'ai souhaité. Il faut inverser les choses aujourd'hui. Il faut écouter nos habitants, il faut écouter la base et effectivement faire remonter les vraies préoccupations des gens. J'ai envie de vous demander, est-ce que c'est concret, les propositions qui viennent de Paris pour des territoires qui sont totalement différents, justement ? Si j'ai décidé justement de représenter la circonscription avec cette liberté de ton et liberté d'action, c'est bien sûr parce que je pense que les partis politiques traditionnels ont vécu.
C'est un peu la tendance aujourd'hui, hein. Vous êtes d'accord, monsieur Chaussy? Ah, moi, parfaitement. Quand j'entends ce que dit Olivier Joly, ça me conforte dans ce que je pense de lui. Il n'accepte pas les postures partisanes. Il prend l'avis des autres pour le bien commun, pas simplement pour répondre aux exigences d'un parti politique. Et c'est ce qui me plaît. Quand on parle de posture partisane, j'ai eu une mauvaise expérience. J'ai été député moi-même et rapporteur d'une loi sur le handicap. Je m'imaginais que cette loi sur le handicap, elle était transversale et que tous les partis politiques pouvaient se l'accaparer. Or, quand on l'a voté, le Parti communiste a voté contre, le Parti socialiste s'est abstenu, et seule à l'époque, la droite a voté ce texte-là. C'est une posture, c'est pas autre chose. Ce qui veut dire que si vous aviez dans l'autre camp, ça aurait peut-être été des votes C'est différents. exactement ce que je voulais dire, et c'est exactement ce que dit Olivier Joly. C'est pour ça qu'il veut garder, qu'il veut reprendre cette liberté de penser, tout simplement, c'est un titre de chanson, mais en même temps, c'est une exigence de vie. Prendre les problèmes à bras-le-corps et les gérer sans qu'il y ait d'esprit partisan. Voilà. J'imagine, quand vous rencontrez les gens, que les demandes dans le Forez, dans le Pilat ou dans l'Andenne sont complètement différentes, ou c'est toujours à peu près les mêmes choses qui ressortent? Non, ce sont des territoires très complémentaires les uns par rapport aux autres, avec des spécificités. J'ai fait, ou je vais faire, puisqu'il reste encore quelques jours, 30 réunions publiques sur cette circonscription. 30 réunions publiques, ça veut dire que j'ai été aussi bien dans les zones rurales, semi-urbaines, que très urbaines. Et forcément, on ne rencontre pas les mêmes problématiques. Moi, ce qui me surprend beaucoup, c'est quand je vois certains de mes concurrents, aujourd'hui, qui vont faire que 7 réunions et qui vont faire que les chefs-lieux de canton. Mais quelle considération des zones rurales à ce moment-là. J'ai un autre candidat aussi qui, lui, va en faire que 3. 3. Mais comment voulez-vous représenter et dire qu'on écoute ses habitants quand on ne fait que 3 réunions sur un territoire qui comporte 140 000 personnes? C'est pas possible. J'ai pris cette option de faire 30 réunions. Parce que, justement, la problématique n'est pas la même quand on va à Macla ou Vérane d'un côté, quand on va à Saint-Jean-Sol-les-Mieux de l'autre, quand on va à Périgneux. Mais ces gens-là ont besoin d'être écoutés. Pourquoi ne faire des réunions, n'aller faire des marchés que sur les grandes villes? Moi, je trouve que c'est un manque de considération de la part de ces candidats, c'est tout. Et justement, quand vous écoutez tous ces gens-là, quels sont vraiment les thèmes qui tiennent à cœur à la population aujourd'hui? On parle beaucoup d'insécurité, on parle d'emploi. Quelles sont vraiment, au concret, les choses qu'on vous demande? Ah, c'est clair que, vous l'avez cité, sécurité et emploi sont des incontournables, ça c'est clair. Souvent, on parle aussi des conditions de vie. Et la vraie vie, c'est aussi parler de ses enfants, mais également du vieillissement de la population avec les La grands-parents. santé, les services publics, voilà. c'est un peu toujours les thèmes qui reviennent. Et ça, quel que soit l'endroit, que vous soyez en territoire urbain ou ruraux, vous avez les mêmes problématiques qui ressortent. Et justement, vous êtes dans le concret puisque vous êtes maire. Et tout à l'heure, vous parliez que finalement, on n'a pas des décisions de gauche ou de droite. Quand on parle de santé, qu'on a besoin d'infirmières ou de médecins sur des territoires, quand on a besoin de services publics, finalement, est-ce que quand on est de gauche et de droite, est-ce qu'on n'a pas à peu près les mêmes, j'allais dire même les mêmes réponses? Je pense effectivement qu'on doit aller dans le même sens, sans aller sur la santé, mais ne serait-ce que le problème de la Poste. La Poste, aujourd'hui, nous fait des déserts en zone rurale, en reportant sur les collectivités la responsabilité de leur retrait du sujet postal. C'est plus un problème que de zone rurale. Moi-même, à Saint-Just-Saint-Rambert, j'ai un problème avec la Poste aujourd'hui qui veut diminuer de moitié les amplitudes horaires d'un bureau de poste sur Saint-Just. On voit que la problématique aujourd'hui est transférée aux collectivités. Alors qu'à la base, la Poste est un service qui devrait être tout du moins universel. Moi, j'ai toujours une question. Est-ce qu'un service public doit être rentable? Parce qu'on vous parle de rentabilité pour la Poste, justement. C'est une question qu'il faut poser aux services postaux. Je pense que sur certains sujets comme l'électricité, le gaz, la Poste, ce sont des sujets qui sont suffisamment importants pour que la présence soit assurée, en tout cas sur l'ensemble du territoire. Et au niveau de la santé, c'est pareil, c'est quelque chose qui doit être rentable ou ça doit être un service qui doit être le même à tout le monde? Le principe d'universalité des soins existe aujourd'hui, à tort ou en raison. On est encore pris
en exemple par beaucoup de pays européens ou à l'international. Il suffit de voir d'ailleurs le nombre de personnes qui viennent se faire soigner en France. Le seul problème qu'on a réellement à traiter sur notre territoire ligérien, ce sont les zones blanches qui apparaissent au fur et à mesure. Nous avons des territoires, des parties de territoire dans le Forêt et dans le Pilat, où les personnes sont obligées de faire de nombreux kilomètres pour pouvoir se faire soigner, ou pour aller plus loin, au-delà de la santé, pour trouver un établissement pour passer sa fin de vie dans un établissement de santé. Et si donc Olivier Joly est élu député, ce qui pourra donc influencer à l'Assemblée sur le nouveau gouvernement en parlant de tous ces sujets, en étant sans étiquette? Oui, alors je pense que étiquette ou sans étiquette, si on veut agir, on peut le faire. Ça, c'est un faux problème de se dire, oui, il a une étiquette, il pourra plus agir que s'il n'en a pas. Je le balaye d'entrée de jeu parce que je pense que c'est un faux débat. Par contre, je viens du privé. Vous savez, j'étais pendant de nombreuses années, une dizaine d'années, directeur d'un magasin de bricolage. Et je pense que le pire aujourd'hui, c'est de ne pas agir. D'attendre que ça se passe. Et puis d'arriver autrement dans 5 ans et puis dire « Ah, bah c'est comme ça. » Ben oui, mais qu'est-ce que tu as fait pendant 5 ans? Moi, ce que je veux, c'est réellement faire bouger les lignes, bouger les choses qui ne vont pas. Ce matin, avec Jean-François Chaussy, nous visitions un établissement de l'ADAPI. Ah oui, l'ADAPI, le handicap. Tout le monde en parle aujourd'hui. Mais qui agit? Moi, je regrette, mais depuis la loi handicap de 2005 qui a été portée par Jean-François, quelle loi importante a été faite sur le handicap? Ça fait 12 ans. Qu'a fait les législateurs, le législateur, les députés, les sénateurs depuis ces 12 dernières années pour faire avancer ce sujet? Soyons un peu pratico-pratiques à un moment donné. Moi, faire de la politique fiction, ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est prendre les problèmes des gens et puis en face une problématique, qu'on essaye de trouver une solution et qu'on la fasse avancer. On a aussi un peu l'impression, en tant que citoyen lambda, qu'on empile les lois et puis finalement, dans le concret, il ne se passe pas grand-chose. Ou alors on nous dit c'est la faute de l'Europe, ou alors il y a toujours quelque chose qui bloque. Vous, Jean-François Chaussy, qui est ancien député, comment vous voyez ça? Alors, on empile les lois, c'est vrai. Il faut quand même se dire qu'il y a des textes qui sont des textes fédérateurs. Que ceux-là, il faut les défendre. Et que si le texte n'évolue pas assez ou assez vite, la nouvelle génération, le nouveau souffle qui sera donné à l'Assemblée nationale sera là pour justement aérer les textes, faire en sorte que les textes soient appliqués. Alors évidemment, il ne faut pas empiler les textes les uns sur les autres, ça étoufferait complètement les dossiers. Mais il y a, notamment dans le texte sur le handicap, encore quelques zones d'ombre qu'il va falloir éclairer. Et je compte sur Olivier Joly pour mettre le projecteur là où il le faut. En tant que citoyen, moi je lui dirais, je mettrai le doigt là où ça fait mal pour que les choses puissent évoluer. Et je compte sur lui et sur sa suppléante pour faire évoluer les choses. Tout à l'heure, vous parliez des étiquettes politiques. Je crois que c'est un langage qu'il ne faut plus avoir. Ça n'existe plus. Les partis politiques ont explosé en vol. On l'a vu dans les dernières présidentielles. Les Républicains sont plus les Républicains en tant que parti. Le Parti socialiste n'existe plus. Il se cherche, il a explosé. Donc cette notion-là d'étiquette politique, de parti politique, de partisan, il faut l'effacer de notre langage, de notre façon d'être et de notre façon de faire. Et c'est exactement ce à quoi se prépare Olivier Joly. Être libre de dire ce qu'il a envie de dire, de faire ce qu'il faut faire pour faire avancer les choses, sans qu'il soit encombré ni entravé par les partis politiques dont on a bien compris qu'ils n'avaient plus d'existence réelle. Mais bien souvent, on a quand même l'impression qu'il faut un parti derrière soi pour gagner une élection importante. C'était le cas avant, ça l'est plus maintenant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a tout cassé les codes, on a cassé tous les codes et on avance sur autre chose. Mais bien sûr que oui, mais c'est pas uniquement propre à ce qui se passe en France. Regardez ce qui s'est passé en Irlande récemment, tout à fait récemment. On a voté pour un homme jeune, on a voté pour un homme métis et gay. Dans un pays catholique comme l'Irlande, c'est une révolution complète. Un état d'esprit nouveau qui s'est mis en place. On revient sur le Brexit, on revient sur plein d'autres, on revient sur l'élection aux États-Unis. Tous les codes ont volé en éclats. Et moi, je suis persuadé qu'ici, en France, les partis politiques n'ont plus de raison d'être.
En tout cas, il ne faut plus qu'il reste pour entraver les actions de ceux qui ont la bonne volonté de faire. Ça veut dire qu'en France, on va réécrire de nouveaux codes, ou alors avec le temps, on va revenir finalement à, si je sais pas, on est en train de se projeter, on est en train de parler d'une grosse victoire d'En Marche. Est-ce qu'il n'y aura pas finalement un gros bloc avec des gens qui partiront à gauche et d'autres qui partiront à droite, et on recréera à l'intérieur d'En Marche un bloc de gauche, un bloc de droite? Ça voudrait dire qu'on marche, en boitant. Sur la tête. On marche en boitant ou on marche sur la tête. Ça voudrait dire que les citoyens eux-mêmes n'auraient rien compris, ou les citoyens ne sauraient pas comment exprimer leur ras-le-bol. Non, les choses se remettent en place d'une autre façon. Et moi, la liberté d'esprit, la liberté d'action, ça m'intéresse beaucoup. C'est terminé, c'est mort les partis politiques. Il faut bien se le dire, il faut se mettre ça dans la tête, et il ne faut plus parler comme on parlait avant. Justement, Olivier Joly, je vois que vous avez réussi à fédérer quand même des grands noms derrière vous. Vous avez donc Jean-François Chaussy, qui est l'ancien maire de Saint-Rambert, qui est également ancien député. Vous avez le maire du Chambon-Feugerolles, Jean-François Barnier. Vous avez aussi Alain Laurendon sur votre prospectus. Vous avez d'autres personnes qui vous soutiennent. Comment on fait pour avoir l'appui de ces personnes-là ? Je pense que c'est simplement le résultat du travail que j'accomplis sur ma ville maintenant depuis quelques années, et puis des personnes qui ont compris comment je fonctionnais. Je suis quelqu'un qui aime écouter, analyser et agir, encore une fois, et agir sur les choses qui vont plus. Vous savez, dans les dîners de famille que vous faites ou les déjeuners de famille. Vous savez, moi, j'ai plus beaucoup de famille. Alors, entre amis, ce sont souvent les mêmes sujets qui arrivent le samedi soir. Le football. Alors, le football, quand on est stéphanois, effectivement, mais également les sujets qui vous tiennent le plus à cœur. De société, et les sujets de société. Et c'est là qu'on se rend compte, effectivement, autour de la table, que même si on est amis ou on est de la même famille, on a tous des sensibilités, un vécu différent, des attentes différentes. Une éducation. Et vous voyez, vous parliez de foot à l'instant. Ouais. Pour le dernier match, alors pour le derby aussi, je suis allé participer, voir le dernier match des Verts contre le PSG. Je suis allé dans le Cup Sud. Vous voyez le même match, mais vous ne le voyez pas avec les mêmes yeux que quand vous êtes en présidentielle. Ah, je peux pas vous dire, je suis jamais allé en présidentielle. Non, mais voilà, c'est ça que je veux dire. C'est l'exemple que je vous donne. Eh bien, quand vous êtes un élu local comme moi aussi, que vous allez dans cette tribune-là, et que vous avez un jeune à côté de vous qui dit « Ah, mais vous êtes là, monsieur le maire, mais qu'est-ce que vous faites là ?» Mais qu'est-ce que vous foutez là ? Il a dû vous dire. et je lui dis « Mais je viens voir un match comme toi, et c'est le dernier match de la saison. » Et le garçon, il avait le sourire jusqu'aux oreilles, et il appelle ses parents en disant « Tu sais pas qui c'est qui regarde le match à côté de moi ? Il y a le maire. » Mais c'est ça qui nous manque aujourd'hui. C'est peut-être qu'on se mélange pas assez. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, c'est pour se comprendre. On ne voit pas les mêmes choses, je vous le disais tout à l'heure, en fonction de ses yeux. Mais on doit changer son comportement, on doit changer de ce que les intellectuels pourraient appeler le paradigme. C'est avoir une autre posture. On peut regarder les mêmes choses avec des yeux différents. Et ce que je reproche à notre système politique actuel, c'est justement qu'on ait un stéréotype aujourd'hui où on nous oblige à dire « tu es dans telle case ou dans telle case ». On revient sur le problème d'En Marche que vous souleviez, voilà 2 minutes. Moi, je voudrais en parler très librement. Quand j'entends le président de la République dire « le RSI, qui est le régime social des indépendants pour les artisans et commerçants, n'est pas bon, il faut le réformer ». J'applaudis des 2 mains. Je n'ai pas vu un seul artisan et commerçant me dire qu'il était satisfait de son régime de protection aujourd'hui. Donc si personne n'est satisfait, c'est qu'il faut faire quelque chose. Mais personne n'a rien fait, ni dans le gouvernement Sarkozy, ni dans les gouvernements de Hollande pour le changer. Si on a un nouveau président qui prend les choses à bras-le-corps, je suis le premier à dire, je suis à fond derrière lui, je vais voter cette loi. Par contre, à contrario, quand la même personne me dit ah oui, mais il faut augmenter la CSG, X points, machin... Mais moi, je suis pas d'accord. On nous dit on va nous augmenter la CSG, et d'un autre côté, on nous dit on va nous supprimer la taxe d'habitation. Mais il faut arrêter de prendre les gens pour excusez-moi, mais pour des imbéciles. On va pas prendre d'une main ce qu'on donne d'une autre. Et à un moment donné, quand on a on est dans une boîte, quand on prend une étiquette, on n'a pas la possibilité de pouvoir dire ça. On est enfermé dans une posture politique que je ne souhaite pas assumer. Mais pour revenir à ce que vous disiez à l'instant, vous dites que le gouvernement Sarkozy et le gouvernement Hollande n'a pas pu le faire ou l'a pas fait. La question qu'on se pose, nous, encore une fois, en tant que lambda, c'est pourquoi ils ne l'ont pas fait ? Est-ce qu'il y a des blocages, encore une fois ? Est-ce qu'il y a des pouvoirs qu'on ne voit pas, occultes, l'Europe, encore une fois, qui bloquent ?
Et c'est bien M. Macron qui amène un nouveau souffle, de nouvelles idées, la jeunesse. Il y a toute une démarche intéressante. Mais est-ce que lui aussi va pas être bloqué et dans 5 ans, on fera le même constat? Pour moi, la jeunesse n'est pas un programme en tant que tel. La jeunesse, c'est simplement un état d'esprit, une dynamique. Ça va vous parler pour les gens qui se représentent et qui ont 70 ans, c'est ça? Je ne citerai pas de nom. Non, la jeunesse est un état d'esprit. C'est cette dynamique en tant que telle. Le programme, c'est autre chose. Pour moi, M. Macron a participé à un gouvernement, qui est un gouvernement sortant, de François Hollande avec le résultat qu'on a connu. Mais je ne veux pas le condamner d'entrée de jeu avant qu'il ait commencé à bosser. Moi, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Encore une fois, si les actions qu'il prend ou les décisions qu'il prend vont dans le bon sens, moi, je serai le premier à être heureux pour notre pays et notre territoire. Par contre, je veux pouvoir dire que je suis contre des mesures si elles ne vont pas dans le bon sens, clairement. Et vous-même, vous n'avez pas été tenté d'avoir l'étiquette En Marche? C'était pas le programme auquel je m'identifiais le plus dans les candidats à la présidentielle. Juste un dernier petit mot avant de passer à notre pause musicale. Est-ce qu'on peut présenter en quelques mots votre suppléante Gisèle Roux? Alors Gisèle est quelqu'un que je connais de longue date, qui est enseignante, installée sur Firminy. Elle a été élue de Firminy dans la majorité et dans l'opposition. C'est quelqu'un qui est comme moi, qui a un point commun avec moi en tout cas, c'est cette envie de transmettre. Elle est enseignante et donc elle transmet sa passion de la langue anglaise à ses étudiants. C'est un vrai atout qui est à mes côtés parce que elle connaît bien la vallée de l'Ondaine et ses habitants. Et effectivement, c'est quelqu'un qui a toujours été proche des gens. Elle s'est occupée de la petite enfance, entre autres, et cette proximité, c'est ce que j'apprécie. Monsieur Chaussy, pourquoi vous avez choisi de soutenir Monsieur Joly? Parce que Olivier Joly a un charisme naturel qui s'impose, parce que c'est un meneur d'hommes, parce que je crois en son nouveau souffle et en cette nouvelle génération, parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas un homme de posture. Et je dirais que j'ai envie de revenir sur la discussion sur En Marche pour dire que moi, de mon côté, je suis étonné d'une prise de position de notre nouveau président de la République qui veut faire une loi d'opportunisme avec la loi sur la moralisation de la vie politique. C'est sûrement nécessaire, mais on voit bien que ce qu'il a inspiré, c'était le fait que M. Fillon a eu une position grotesque en faisant travailler, en payant sa femme sans la faire travailler. Je ne veux pas revenir sur ces détails-là. La justice tranchera. La justice tranchera. Mais moi, je voudrais que les électeurs tranchent quelque chose. Interdire à des députés aujourd'hui d'employer leurs conjoints, leurs conjointes ou leurs enfants. Ça me paraît une absurdité totale. C'est comme si le boulanger ne pouvait plus faire travailler sa femme à la boulangerie. Première chose. Mais interdire à un député d'embaucher sa femme et de l'autre côté, demander un statut particulier pour son épouse à l'Élysée. Vous ne trouvez pas qu'il y a une anomalie là-dedans? Mais il y a toujours des paradoxes, c'est pour ça qu'on a du mal à lire la politique aujourd'hui. Justement, il faudrait qu'on échappe à ça et qu'on retombe dans le bon sens qu'évoque Olivier Joly depuis le début. Philippe, voulez-vous faire embaucher comme attaché parlementaire? Non du tout, mais en plus, effectivement, là, cette histoire qui sera désormais interdit d'embaucher pour un député quelqu'un de sa famille, on sait très bien que, par exemple, au Parlement européen, où ça existe déjà depuis un moment, ils ont croisé les choses. Ils s'échangent leurs fils et leurs filles. Hein. Alors je vais être bien clair, honnêtement, on va tous régler le problème. Mon épouse travaille dans l'assurance, elle y est très bien et elle veut surtout pas en changer. Ah, j'ai cru qu'elle était dans le bricolage aussi. Non. Allez, on va se relâcher tout ça. On parlera plus en détail dans la deuxième partie de votre programme, parce qu'il y a plein de choses à dire. On va faire un petit clin d'œil à quelque chose qui se passe chez vous. C'est, je crois, tous les étés. Oui, tout à fait. C'est les mercredis, en fait. Les mercredis, on appelle ça comment exactement? Les mercredis, en fait. Les mercredis, en fait. Donc, le premier mercredi de juillet, c'est le 5 juillet. Il y a un super événement. D'ailleurs, je vous laisse le commenter. Alors oui, chaque année, nous commençons ces mercredis en fête avec une tête d'affiche pour un concert gratuit sur les bords de Loire côté Saint-Just. Et cette année, c'est le groupe Superbus qui nous fera l'honneur de lancer la saison. Juste Philippe, si on peut arrêter la musique 2 petites secondes, comment on fait pour choisir les artistes qui viennent? Est-ce que c'est compliqué ou alors on passe par quelqu'un qui est indépendant? Alors on cherche quelque chose un artiste qui puisse rassembler tous les âges, qui puisse faire
descendre les familles dans la rue et sur les bords de Loire. Et la plus grande récompense, c'est quand les personnes repartent le soir après le concert avec le sourire jusqu'aux oreilles, en ayant passé un bon moment en famille, de manière intergénérationnelle. Et on Et cherche Superbus, quelque chose de populaire. voilà, on cherche ça. Et puis, on en parlera peut-être dans la deuxième partie sur toutes les contraintes financières des finances publiques. Mais en tant que maire, je suis aussi comptable des finances. Tout à fait. Et bien souvent, il faut mettre en adéquation les artistes qu'on aimerait avoir avec nos possibilités financières. Le budget. Voilà. Merci beaucoup, on écoute Superbus, on revient juste après pour la seconde partie. Rendez-vous avec Gilles Charles, c'est tous les jeudis à 18h sur Loire FM 100.9 et sur la page Facebook. Seconde partie de ce rendez-vous avec consacré aux élections législatives. On a le plaisir d'avoir autour du micro le maire de Saint-Just-Saint-Rambert, Olivier Joly, et l'ancien maire Jean-François Chaussy. On est dans cette seconde partie, Olivier Joly. On va peut-être préciser un peu les points les plus importants de cette campagne. Alors les points les plus importants, déjà, je vais commencer par la famille. Quand on parle de soi, quand on se retrouve justement autour d'une bonne table, je le disais tout à l'heure, on parle d'abord des plus jeunes pour prendre des renseignements, savoir comment vont les plus petits. Et là, ça commence déjà. Les problèmes commencent déjà. Le mode de garde des enfants. Quand vous êtes dans des zones rurales de notre circonscription, eh bien, trouver un mode de garde autre que celui des grands-parents, parce qu'ils sont souvent mis à contribution, cela relève déjà du défi. Et je pense qu'il y a une solution pour résoudre ce problème-là, que sont les maisons d'assistantes maternelles, qui sont de plus en plus en développement et qui méritent d'être soutenues. Ces maisons d'assistantes maternelles, elles regroupent des assistantes qui initialement étaient chacune dans leur propre maison pour garder individuellement des enfants, mais au lieu de le faire de manière individuelle, elles se regroupent sur une structure. Et on transforme un mode de garde individuel en mode de garde collectif, ce qui répond aux souhaits des parents aujourd'hui. Et je peux vous garantir que dans certains territoires du Forêt et du Pilat, on a un vrai problème de ce côté-là. Mais quand on a déjà parlé de la problématique des enfants, quand on est dans un contexte familial, on se rend compte très rapidement aussi que le vieillissement de la population amène à s'occuper de nos parents ou grands-parents. Et comment les aider à être maintenus à domicile ? Comment on adapte l'habitat du papy et de la mamie qui souhaitent rester le plus longtemps possible chez eux? Comment bien vieillir chez soi aujourd'hui? Eh bien, je pense que là, on doit aller très loin. On doit proposer des aides à ces personnes pour adapter leur habitat. Cette aide, elle ne sera pas forcément qu'un coût financier. Ça donnera du travail à tous nos artisans locaux. Adapter sa salle de bain, adapter sa cuisine, adapter ses déplacements à la maison. C'est pas un poste de coût pour l'État, c'est un poste de contribution à améliorer le quotidien des personnes pour qu'elles vieillissent chez elles. Toujours entre les grands-parents et les petits-enfants, je vois que vous avez noté aussi faciliter la transmission de capital. Tout à fait. Alors aujourd'hui, du capital. Ce que je souhaite proposer, si on m'accorde la confiance, c'est de proposer que les grands-parents puissent, c'est pas obligatoire, puissent transmettre aux petits-enfants, aux arrière-petits-enfants, leur capital plutôt qu'à leurs propres enfants, en transmission directe, de manière allégée. Parce qu'aujourd'hui, quand vous décédez à 90, 95, 100 ans, vos enfants n'ont pas forcément besoin d'un héritage, entre guillemets, pour vivre. Ils ont déjà fait leur vie. Par contre, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants qui commencent dans la vie, eux, ont réellement besoin de ce petit coup de pouce pour acheter le terrain à bâtir, pour pouvoir simplement donner corps à leur projet. Eh bien, ma proposition, c'est de permettre cette transmission en sautant une ou deux générations pour qu'on puisse, encore une fois, faire tourner l'économie. Voilà, pas geler des actifs. J'ai envie de vous dire encore une fois, on est dans le bon sens. On est dans le bon sens. Pour ce qui est de la sécurité, je note les droits et les devoirs qu'on rappelle chaque fois. Pour vous, c'est quoi pour la France aujourd'hui, pour un citoyen, les droits et les devoirs? C'est systématique. Quand on est maire d'une commune comme Saint-Just-Saint-Rambert, il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans mon bureau en me disant « j'ai droit à, je veux ». Mais ma mission en tant qu'élu aussi, c'est de rappeler que quand on a des droits, on a effectivement des devoirs. Oui, on a peut-être le droit de passer sa tondeuse chez soi pour couper sa pelouse. Mais on a quand même le devoir de respecter des horaires pour pas le faire à n'importe quelle heure du jour et de la nuit ou le week-end. Et on n'appelle pas ça du civisme. Mais si, mais il faut remettre aussi parfois... Moi, je suis pour qu'on l'enseigne à l'école.
Oui. Parce que je crois que plus personne sait ce que c'est que le civisme aujourd'hui. Alors, il y a de l'école, mais je pense que l'école ne doit pas tout faire. Et les parents, l'éducation, c'est aussi les parents qui doivent l'assumer en premier. L'école, elle est là pour instruire. Je pense qu'il ne faut pas non plus qu'on reporte systématiquement tout sur l'école. Je pense que la cellule familiale doit être là pour assumer aussi sa propre responsabilité sur l'éducation des enfants. Vous savez, quand vous voyez dans la rue des jeunes qui ont des fois 10, 11, 12 ans, qui traînent encore à 11h du soir, moi je suis le premier à me demander qu'est-ce qu'ils font dans la rue à cette heure-là. Où sont les parents ? Voilà, ça c'est la bonne question. Voilà. Où sont les parents ? Commençons par se poser ces questions-là et à trouver des réponses. Alors parfois, la réponse, on va la trouver. On va être en face d'une famille monoparentale. La maman est seule à la maison, peut être par exemple infirmière à l'hôpital et va rentrer qu'à 11h ou minuit. Eh bien forcément, le jeune, jusqu'à 11h du soir, c'est très bien qu'il peut être dehors dans la rue, sans contrôle ou sans contre-pouvoir. Et là, se pose réellement la question effectivement de l'éducation, comme je viens de le soulever. Mais justement, dans le concret, qu'est-ce qu'on peut faire pour une situation comme celle que vous venez de décrire ? Sur On celle-ci, ne peut pas mettre un gendarme ou un policier derrière cet enfant qui est dans la rue à 11h du soir ? C'est un vrai travail de longue haleine, effectivement. C'est un travail à faire avec le milieu associatif, qui a une grosse responsabilité là-dessus sur l'accompagnement des plus jeunes. C'est également, effectivement, le rôle des forces de l'ordre et puis de la police municipale pour éviter les regroupements nocturnes et parfois alcoolisés. C'est un rôle qui doit être partagé entre tous. Bon, vous savez, quand il y a des jeunes mineurs qui, sur ma commune, font des bêtises, je suis le premier à convoquer les parents le samedi matin, souvent à 8h ou 9h, pour faire des rappels à la loi. On dit aussi qu'un maire a des pouvoirs de police. Tout à fait. Quels sont exactement vos pouvoirs ? Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement, encore une fois ? Alors concrètement, sur une commune comme Saint-Just-Saint-Rambert aujourd'hui, quand un jeune du collège est exclu pendant 3 jours, 4 jours ou la semaine du collège parce qu'il a fait des grosses bêtises, souvent quand il en fait dans le collège, il en fait aussi à l'extérieur. Plutôt que d'exclure le jeune, on a passé un accord avec nos collèges et ils viennent travailler dans les serres municipales ou à la MJC ou à la médiathèque pour avoir une alternative à la sanction. Et plutôt que ce jeune reste livré à lui-même pendant ces quelques jours, eh bien il se retrouve occupé à une activité et à découvrir aussi une autre forme de travail. Ce qui lui permet de réfléchir également. Je pense que c'est une mesure concrète qui va dans le bon sens. J'ai noté aussi en appliquant une tolérance zéro. Alors expliquez-nous. La tolérance zéro, on a été très très fort pour l'appliquer sur les bords de route. On a vu que ça a porté ses fruits en matière de baisse de nombre de décès. Je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on redonne plus de moyens matériels et humains à nos forces de l'ordre, de manière à ce qu'on ait autant d'exigences vis-à-vis de la sécurité des biens et des personnes. Vous pensez qu'aujourd'hui, il faut réformer la justice, ou il faut l'améliorer, ou il faut être juste pour tout le monde ? On n'a pas toujours cette impression ? Je pense surtout qu'il faut que les forces de l'ordre et la justice marchent dans le même sens. Et que quand des forces de l'ordre prennent des personnes sur le fait, font des enquêtes qui aboutissent, qu'ils soient suivis jusqu'au bout par des procureurs ou des juges. Il n'y a rien de pire pour des gendarmes ou des policiers qui ont fait leur travail de voir qu'à l'arrivée, le travail qu'ils ont effectué n'a pas été jusqu'à son terme. Si on ne met pas un cadre à des personnes, il ne faut pas s'étonner à un moment donné qu'ils sortent de ce cadre. Et ça doit se faire dès le plus jeune âge. Justement, on parle d'exemplarité. Est-ce que le politique ne doit pas justement donner cette image d'exemplarité ? On a parlé tout à l'heure de la campagne de François Fillon. Est-ce que c'est des problèmes de mauvaise communication ? Alors c'est un mauvais comportement, c'est des politiques aujourd'hui qu'on a l'impression que tout leur est permis. Non, je pense tout simplement qu'à partir d'un certain niveau d'éloignement de la réalité, certains politiques ne peuvent plus être forcément en phase avec la réalité des choses. Quand quelqu'un vous explique à un micro qu'avec 10 000 euros par mois, il n'arrive pas à boucler les 2 bouts, eh bien, qu'il descende dans la rue, qu'il aille voir rencontrer les vrais gens, qui discutent réellement qui viennent avec moi sur un marché à la Ricamarie et qui discutent avec les personnes qui font leur marché. Il comprendra ce que c'est que réellement ne pas avoir de quoi boucler la fin du mois. Et je pense que non seulement certaines personnes sont coupées de la réalité, mais que leurs conseillers les plus proches sont eux-mêmes coupés de la réalité.
Depuis combien de temps ces gens-là n'ont pas poussé un caddie à un moment donné pour aller faire des courses et remplir le frigo de leur maison ? C'est ça la vraie question. C'est peut-être aussi aujourd'hui qu'on est trop dans la communication et qu'on est dans l'image et on n'est pas dans la vraie vie. Sans doute. C'est pour ça qu'on est pour moi, on est à la fin d'un cycle. Donc là, on est à un tournant, on a l'impression qu'on va faire rentrer à l'Assemblée nationale des gens de la vraie vie. Même si j'ai un peu l'impression de vous un peu blesser, M. Chaussy, parce qu'en vous disant que vous étiez un député, vous n'étiez pas dans la vraie vie, mais vous étiez dans la vraie vie. J'étais dans la vie active en tout cas, et je voudrais en profiter pour dire une chose, essayer de ramener les choses à leur juste dimension. Il y a 500 000 élus en France, il n'y a pas 500 000 pourris. Pourri, c'est un peu fort quand même. C'est ce que dit en général la grande presse, vous savez. Oui, mais enfin, celle qu'on lit, pas celle qu'on écoute. Moi, j'aime pas entendre ce mot-là. Mais moi non plus. J'aime non seulement pas l'entendre, mais encore moins penser que certaines personnes y croient. C'est pas comme ça que vont les choses. Alors effectivement, il y a des exceptions, on en connaît, et si elles sont ciblées, si elles sont dénoncées, c'est une bonne chose. La vraie vie, c'est ce que nous explique Olivier Joly depuis le début, c'est aller encore une fois à la rencontre de ceux qui ont des difficultés, le faire pour essayer d'apporter les meilleures solutions possibles. Tout à l'heure, nous étions ensemble sur un établissement pour jeunes et moins jeunes handicapés. Ça, c'est la vraie vie. C'est une partie de la vraie vie. Il ne faut pas fermer les yeux, il faut y aller. Pour rester dans le concret, on a aussi bien entendu parler de l'emploi. C'est un des principaux faits dans votre programme. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que député, encore une fois, pour créer de l'emploi, peut-être créer des zones, je ne sais pas, quelles sont les idées qui sortent de votre programme ? Sur l'emploi, déjà, c'est quand même de favoriser nos savoir-faire locaux. On a une richesse sur notre territoire ligérien d'entreprises qui est trop méconnue. On doit faire évoluer nos codes de marché public, par exemple, pour les communes, et qu'on puisse réellement faire valoir un plus dans ces appels d'offres, de manière à ce qu'on fasse plus travailler nos entreprises locales qu'aujourd'hui. Moi, il n'y a rien qui m'horripile de plus que de voir encore, la semaine dernière, voilà 15 jours, sur la construction d'un immeuble, du treillis soudé qui venait d'Espagne, alors que on a une entreprise qui s'appelle Accor, qui est installée à Saint-Just-Saint-Rambert et qui en fait. Oui, mais à un moment donné, je pense, faut pas tout mettre sur le dos de l'Europe, mais à un moment donné, il faut avoir du bon sens. Quand j'équipe ma commune de bornes de recharge électrique pour les véhicules électriques, je vais les chercher à Saint-Bonnet-le-Château, chez Atomelec. Je vais pas les chercher en Espagne ou en Italie. Et vous devez pas faire une appel d'offres en tant que mairie ? Si, bien sûr, mais vous avez le droit aujourd'hui avec la législation qui est en cours à ne mettre qu'un petit pourcentage pour favoriser le local, sous couvert de développement durable. Mais aller sur favoriser l'emploi, ça va plus loin que ça. Aujourd'hui, tous les candidats à la présidentielle nous parlaient d'apprentissage. Moi, j'aurais déjà été curieux de savoir combien avaient leurs propres enfants qui étaient passés par la filière d'apprentissage. Parce qu'en parler pour les autres, c'est bien, mais pour ses propres enfants ou sa propre famille, c'est autre chose. C'est souvent le cas. Bon, donc il faut que chacun balaye devant sa porte, et quand on parle d'un sujet, il faut quand même aussi remettre l'église au milieu du village. Mais au-delà de ça, je pense que sur l'apprentissage, on doit inciter les PME, aujourd'hui les grandes entreprises, à prendre des apprentis. Il n'y a rien de plus terrible aujourd'hui de voir qu'on a des entreprises qui souhaiteraient avoir des apprentis, mais d'apprendre que la filière où ils ont des besoins n'existe plus. Ça a été le cas récemment avec une entreprise de tissage de ma circonscription, où le chef d'entreprise me dit « Je peux embaucher dès demain 3 apprentis ». Mais j'ai dit « Pourquoi tu l'as pas fait ?» Il me dit « La filière, elle n'existe plus ». C'est le chef d'entreprise qui a été obligé d'appeler ses collègues et concurrents pour se regrouper et créer une filière d'apprentissage pour 10 jeunes. Mais que fait l'État, que fait la région sur ce problème ? On va créer des postes dans l'apprentissage, créer des jeunes, amener des jeunes à être formés sur des métiers où il n'y a pas de débouchés, et là où il y en a, on n'a pas. Voilà, après sur l'emploi, je pourrais être intéressable pendant des heures, mais quand on voit que, vous parliez de l'Europe, qu'une norme européenne, ça c'est les arboriculteurs du Pilat qui m'ont raconté ça, la même norme européenne, vue par les Allemands et par les Français. En Allemagne, on a le droit de monter sur l'escabeau jusqu'à 3 mètres de haut. En France, c'est limité à 4 marches. Mais, pour le coup, on marche sur la tête. Mais qui pond des énormités pareilles ? C'est la voilà, question qu'on se pose. Donc il n'y a pas un seul entrepreneur qui ne se plaint pas des normes. Dès qu'il est aux normes
sur quelque chose. Il faut déjà qu'ils se remettent. Ça change. Voilà, elle est déjà changée. Et comme on est toujours plus intelligent, s'il y a une norme européenne, on pense que la norme française, elle doit être encore supérieure. Bah oui, mais sur le contexte international, on n'est plus compétitif, parce qu'on ne répond plus aux mêmes obligations. Voilà, on enfonce des portes ouvertes quand on dit ça, mais à un moment donné, quand on est représentant à l'Assemblée nationale, on doit pouvoir agir sur ces choses-là, et pas revenir au bout de 5 ans en disant « Ah ouais, c'est pas normal, c'est pas normal ». Bah, bon sang, si c'est pas normal, agis. Tout à l'heure, vous avez insisté sur le fait que vous étiez un cadre. Moi, j'ai envie de vous poser une question un peu provocante. On a bien l'impression aujourd'hui que la société a changé. On voit tous les magasins de centre-ville qui ferment. On voit que les jeunes consomment finalement que sur Internet. La société a changé et on nous parle toujours, notamment à droite, on parle des assistés, on parle de plein de choses. On a toujours cette histoire de travail. Mais est-ce que ce gâteau, finalement, il n'y a pas un moyen de trouver notre solution, que de changer le système du travail? Je ne sais pas si je suis clair, mais en changeant la façon de faire, comme un truc tout bête. Je l'ai entendu tout à l'heure à la télévision. Ce matin, il y a eu un record en France de bouchons pour aller au travail. Est-ce qu'on ne peut pas changer aussi le fonctionnement des choses? Est-ce qu'on n'est pas obligé de tout le monde aller travailler le lundi à 8h, de finir le vendredi à 5h? Il n'y aurait pas des solutions avec toute cette jeunesse, ces idées nouvelles? Vous avez raison, le monde bouge. Change? Le monde bouge. Et il bouge, mais à une vitesse comme on ne l'a jamais connue aujourd'hui. Il faut accompagner ce mouvement. Si on ne l'accompagne pas, on restera sur le quai. Aujourd'hui, si on parle de commerce, voilà quelques années, on parlait de petit commerce contre grand commerce, cœur de ville contre périphérie. Aujourd'hui, on a dépassé complètement ça. Aujourd'hui, c'est plutôt commerce virtuel contre commerce physique. Un commerce virtuel, aujourd'hui, il ne paye pas de conseiller de vente. Il ne paye même pas ses stocks. Il les a déjà vendus avant de les avoir payés. Il paye assez difficilement ses fournisseurs en général, au bout de 90 jours. Alors, il y a le paiement, mais encore plus loin. Celui qui fait du commerce virtuel aujourd'hui, le numéro 1 mondial, entre autres Amazon, après on a des Cdiscount et tout ça. Pour la plupart d'entre eux, aujourd'hui, ils ne payent même plus leurs impôts en France. Ils font du business chez nous et voilà, c'est ces problèmes d'inéquité qu'il faut régler à un moment donné. Quand c'est sur un site internet, vous avez une plateforme qui travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et qui vous livre le produit à domicile au pied de chez vous, forcément, ça remet en cause toute une structure de commerce qui était mise en place depuis de très nombreuses années. Et ça implique aussi que nos commerçants locaux, nos commerces de ville, prennent le pli du commerce Internet pour aussi donner un nouveau service à ses clients. Et là, la mission de l'élu, c'est d'accompagner ces commerçants. Comme vous êtes pris par le temps, on va conclure en disant qu'il faut finalement amener un nouveau souffle à cette Assemblée nationale. Je pense que c'était le maître mot de ce que j'ai essayé de vous exposer depuis qu'on discute ensemble. Et même une nouvelle génération, puisque c'est le slogan complet. Nouvelle génération pour un nouveau souffle, j'ai bien retenu. Merci beaucoup d'être venu. On vous souhaite bonne chance pour ces élections et puis on espère vous accueillir pour la saison 3 de Rendez-vous avec, qui sera l'année prochaine le samedi à midi, n'est-ce pas Philippe? Et on espère vous accueillir comme futur député. Merci beaucoup en tout cas. Bonne chance pour cette campagne. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Rendez-vous avec.